Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau webinar. J'espère que tout le monde va bien. On a reçu quelques bonnes nouvelles par rapport au confinement. On attend, je pense que vous êtes comme moi. Vous devez avoir hâte, comme moi, de pouvoir circuler un peu plus librement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me signaler que vous êtes là, présent, que je ne parle pas dans le vide. Vous savez que ça m'angoisse de parler dans le vide. Donc, dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Très bien. Voilà. Donc, merci, je me sens rassuré. Je me sens moins seul. Bonjour Hélène. Bonjour Muriel. Muriel, mon dernier livre s'appelle Osez manger, libérez-vous du contrôle. Bonjour Lolita, Violaine, Palabé, présente. Bonjour Caroline. Alors Caroline qui se lance, qui pose la première question. Alors Caroline, je ne mange que par envie, je mange par habitude, sans faim, que faire devant une telle dérégulation? Et avez-vous des cas similaires et des conseils? Alors vous ne mangez que par envie et vous n'avez absolument jamais faim. En fait, la faim n'a pas le temps de se présenter. Elle est effacée par les envies. Alors, il faut que vous rapportez. Dans un premier temps, il va falloir. En fait, j'imagine que si vous ne mangez que par envie, c'est qu'il doit y avoir une composante un peu compulsive, certainement. Et donc, il va falloir traiter cette composante compulsive. Donc, comment est-ce qu'on éteint les envies? Comment est-ce qu'on fait diminuer les envies? C'est, comme je le rappelle, en y répondant de manière particulière, c'est-à-dire, sans doute, comment dire, ça peut vous heurter par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, je ne sais pas, mais la réponse, en fait, le traitement, la manière la plus efficace de faire disparaître les envies, c'est de répondre systématiquement à toutes les envies qui se présentent. Seulement voilà, répondre à une envie, ça ne consiste pas tout simplement à manger ce qu'on aime. Ça, c'est déjà probablement ce que vous faites. Donc, c'est tout à fait insuffisant. La réponse complète, ça consiste bien sûr à manger les aliments dont vous avez envie. Vous n'arriverez pas à vous défaire d'une envie si vous mangez autre chose que ce dont vous avez envie. Être attentif aux sensations que ça va procurer, c'est ce qui informe votre cerveau que vous êtes en train de vous nourrir. Si l'attention est ailleurs, votre cerveau ne sait pas que vous vous nourrissez. Et puis, mettre de côté toutes les pensées négatives sur le poids et sur la nourriture. C'est-à-dire essayer d'instaurer un état, on va dire, une certaine tranquillité, d'être capable de manger avec une certaine tranquillité d'esprit. Je ne parle pas de sécurité, la sécurité c'est encore autre chose. C'est un état stable, profond, permanent, alors que la tranquillité d'esprit, c'est juste quelque chose qu'on peut instaurer le temps d'un repas. Mais ça sert de point de départ pour amener la sécurité. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut éteindre les envies. Et au fur et à mesure que les envies vont se calmer, elles vont laisser le temps à la fin d'apparaître. Bonjour Elodie et bonjour Christian. Merci Christine, je suis rassuré, vous me voyez, vous m'entendez. Merci beaucoup. Alors, Hélène, autre question, est-il possible de perdre du poids en mangeant plus qu'avant? Est-ce possible que le fait d'être en restriction permanente, accompagné de périodes de compulsion, peut m'empêcher de maigrir? Bon, alors, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par manger plus qu'avant, quoi. Si c'est manger plus en volume, oui, il y a quantité de régimes qui sont basés sur cette notion-là, c'est-à-dire de créer du volume pour donner l'impression de manger beaucoup. Mais en réalité, il y a plus de volume, mais il y a moins de calories.
Et donc, on ne peut pas maigrir en augmentant sa consommation de calories. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, on entend beaucoup de choses, on entend des choses très contradictoires, mais il y a au moins une chose sur laquelle tous les nutritionnistes, même les plus farfelus, s'accordent, c'est sur le fait que le poids est une question quand même de déficit énergétique. Il faut manger moins pour pouvoir perdre du poids, moins que ce qu'on mangeait. Voilà. Et nous, évidemment, la question, c'est de savoir comment on s'y prend pour manger moins. Donc, soit on s'y prend en faisant des régimes, c'est-à-dire en mettant du contrôle volontaire, du contrôle mental, soit on mange moins, on essaye d'obtenir la réduction calorique grâce à ce travail que nous faisons sur les envies de manger, le rassasiement et les envies de manger émotionnelles. Voilà. Et là, il n'y a plus de contrôle mental. Mais le principe physiologique, le principe énergétique de la perte de poids, ça reste le déficit calorique. Il faut qu'on ait une réduction calorique. Alors, donc, est-il possible que le fait d'être en restriction, mais accompagné de compulsion, puisse empêcher de maigrir? Oui, naturellement. Ça peut même faire grossir, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois en restriction et en compulsion, évidemment, alternativement. Et l'impact des périodes de compulsion peut être supérieur à l'impact des périodes de restriction, donc même le poids dans ces cas-là pourrait augmenter. Bonjour Violaine, peut-on relâcher progressivement le niveau de contrôle ou bien doit-on opérer une rupture franche? Alors ça, c'est une très bonne question, très importante. Moi, je déconseille vivement de lâcher le contrôle d'un coup. Ça serait extrêmement imprudent, véritablement. Le risque, c'est que ça passe directement dans la perte de contrôle. En fait, il faut bien comprendre que on ne peut pas supprimer le contrôle. En réalité, on retire un certain type de contrôle, qui est le contrôle mental, et on le remplace par un autre contrôle qui est beaucoup plus efficace, qui est le contrôle par les systèmes de régulation. C'est-à-dire la faim, celui qui pilote la faim, le rassasiement et les envies de manger émotionnelles. Donc, tant que ce contrôle n'est pas en place, on ne peut pas retirer totalement l'autre. Il faut véritablement commencer dès le début pour pouvoir retirer le contrôle. Il faut commencer déjà à installer l'autre. En même temps, enfin ça se fait en même temps, hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on en retire un, on en installe un autre. Voilà. Et là, les choses vont se passer en douceur. Sinon, on s'expose à des compulsions et à des prises de poids. Voilà. Donc, n'allez pas trop vite, quoi. N'essayez pas d'aller trop rapidement dans comment dire, l'abandon du contrôle mental. Voilà. Bonjour Lolita. Alors que pensez-vous, demandez-vous des probiotiques à base de lactobacillus, j'ai perdu la question, gasserici, qui sont réputés faire perdre du poids. Est-ce que ça peut aider? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucun probiotique qui permette chez l'homme de perdre du poids. Voilà, bon, comme ça, voilà, c'est clair, c'est ni celui-là ni un autre. Aujourd'hui, aucun probiotique chez l'homme n'a permis d'obtenir une perte de poids. Chez l'animal, on a des résultats, mais pas chez l'homme. Pas pour le moment. Voilà. Donc pour le moment, ce sont juste des allégations commerciales. Après, alors Violaine demande, après des années de contrôle, comment sait-on qu'on a vraiment lâché le contrôle? Donc ça prouve que la question prouve que ça fait vraiment très longtemps que vous êtes dans le contrôle. Vous avez oublié ce que c'était qu'un comportement régulé finalement. Alors finalement, à quoi ça ressemble un comportement régulé? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement qu'est-ce que c'est que le comportement d'une personne qui ne contrôle pas? Une personne qui ne contrôle pas, donc qui est régulée, en gros, c'est quelqu'un qui mange ce qu'elle veut, quand elle veut, autant qu'elle veut, et qui maintient son poids et une diversité alimentaire suffisante. Voilà. Donc en fait, elle maintient son poids et son état de santé en mangeant ce qu'elle veut, quand elle veut, autant qu'elle veut. Voilà. Ça a l'air fou, mais en fait, c'est une illusion. Elle ne mange pas vraiment ce qu'elle veut, autant qu'elle veut, etc.
elle mange ce que son corps lui laisse manger. Et son corps, en fait, est dominé par tous ces systèmes de contrôle. Elle est contrôlée, mais elle ne le sait pas. Elle a l'illusion d'une liberté. En fait, non, c'est pas une liberté comme ça dans l'absolu. On n'est pas lâché dans le vide. On est contrôlé par nos systèmes de régulation. C'est eux qui font le travail. Voilà. Et comme ils font le travail pour nous, on a l'impression que c'est la liberté totale. On n'a rien à faire. Voilà. Donc, quand vous en arrivez là, il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de contrôle, vous ne vous empêchez de rien. Il n'y a pas de perte de contrôle puisqu'il n'y a pas de contrôle. Vous êtes sereine, quel que soit le type d'aliment que vous consommez. Votre poids est stable. Vous observez que finalement, vous avez à peu près envie de plein de choses, de plein d'aliments différents. Eh ben, c'est que probablement à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le contrôle. Bonjour Sidonie. Alors, faut-il au début du programme établir des horaires réguliers de repas pour mieux détecter ces sensations de faim, ou doit-on manger quand on ressent la faim sans se soucier de l'horaire? Bon, alors moi, Sidonie, je vous conseillerais plutôt la deuxième option. Si vous mettez des horaires réguliers de repas, compte tenu du fait que la plupart des personnes ici ont des troubles du comportement alimentaire, ils peuvent tout à fait faire des compulsions entre les repas, ou ils peuvent avoir des repas très, très copieux qui vont les empêcher d'avoir faim à l'horaire du prochain repas. Donc, s'ils s'astreignent à des horaires réguliers, on n'est pas certain qu'ils démarrent leur repas en ayant faim. Donc, je vous suggère très, très nettement la deuxième option, c'est plutôt, dans un premier temps, d'attendre d'avoir faim pour commencer vos repas. En tout cas, chaque fois que vous en avez la possibilité, c'est-à-dire que chaque fois que la possibilité s'offre à vous, si vous n'avez pas faim à l'heure habituelle d'un repas, n'hésitez jamais à le retarder. C'est pas toujours possible, mais chaque fois que c'est possible, il faut essayer de le faire. Bon, et pourquoi? Parce que ce sont, alors évidemment, comment dire, je suis bien conscient que ça va entraîner quelques désagréments et que parfois vous serez décalé par rapport à votre entourage, que ce sera pénible pour vous et que ce sera pénible pour votre entourage. Mais si vous vous remettez à manger sans faim, vous risquez de prendre des kilos, de prendre du poids en plus. Et ces décalages, il faut bien comprendre qu'ils sont liés au dérèglement de votre comportement alimentaire. Quelqu'un qui a des compulsions ou des hyperphagies même au moment des repas, il ne peut plus maîtriser les horaires des repas. Donc il va falloir corriger un petit peu tout ça pour que vous redeveniez capable de faire venir la faim à l'heure que vous voulez. Ça s'appelle l'appétit prévisionnel, c'est-à-dire que le corps apprend à manger la quantité de nourriture dont il a besoin pour tenir jusqu'à l'heure du repas suivant. C'est un apprentissage inconscient, il n'y a pas besoin de faire le calcul. Et évidemment, le temps que tout ça se remette en place, il va se passer un certain temps au cours duquel vous risquez d'avoir encore parfois des compulsions, parfois des gros repas, et où vous aurez ces fameux décalages. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas vous décaler, si c'est impossible de vous décaler, le repas comporte des marges de manœuvre. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros repas. Vous pouvez faire un repas le moins important possible, c'est-à-dire finalement le plus proche de votre besoin, quoi, pour pas aggraver la situation. Voilà. Mais d'une manière générale, dans un premier temps, moi, je vous recommande d'attendre d'avoir faim avant vos repas. Chaque fois que c'est possible, faites-le. Bonjour Elodie. Alors, je passe à la phase dégustation. Le fait de déguster des aliments caloriques me fait faire des crises de boulimie, peut-être d'hyperphagie. Je ne sais pas si vous avez... Boulimie, ça voudrait dire qu'il y a des vomissements ensuite. Hein. Alors qu'avec la première phase de la faim, même en mangeant des aliments plaisir, je n'en avais plus. Bon, alors, il faut bien comprendre ce qui déclenche une compulsion. Si vous faites une compulsion, donc ce que je vous dis depuis maintenant très longtemps, c'est que le socle de ce type d'alimentation, c'est en toutes circonstances d'être capable de réunir ces trois facteurs du rassasiement ou du réconfort qui sont le plaisir, l'attention et la sécurité. Donc le plaisir en mangeant les aliments dont on a envie
les manger attentivement et dans un climat de sécurité. Là, Élodie, je suis prêt à parier que ce que vous n'avez pas dans les trois, c'est le sentiment de sécurité. Vous me le direz, vous me le confirmerez, mais je pense que quand vous mangez des aliments caloriques, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas ce que votre cerveau est en train de vous raconter à ce moment-là, mais en tout cas, il est en train de vous raconter quelque chose qui ne vous sécurise pas, qui vous met en danger, qui vous stresse. Et ça va partir, ça va vous faire partir en compulsion. Voilà. Alors que vous disiez, dans la première phase de la faim, vous étiez capable de manger ce que vous appelez des aliments plaisir, donc je suppose que ce que vous appelez des aliments plaisir sont en réalité des aliments riches. Vous n'aviez pas de compulsion. Vous pouviez manger des aliments riches parce que vous aviez faim sans faire des compulsions. Et je pense que, en fait, le fait d'avoir faim, de démarrer en ayant cette sensation de faim, devait être un élément de sécurité pour vous. Ça devait vous sécuriser et c'est probablement ce qui a empêché que ça dérive dans les compulsions. Mais apparemment, dans l'expérience de la dégustation, il y a quelque chose d'autre qui vous met en insécurité. Pourtant, dans la phase de dégustation, alors je ne sais pas, peut-être que vous la faites, peut-être que vous la faites pas en ayant faim, ou peut-être qu'il y a autre chose encore. Il faut aller voir ce que votre cerveau vous raconte à ce moment-là. Bonjour Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, vous êtes confrontée à un gynécologue après quelques semaines de programme et beaucoup de progrès du côté des sensations alimentaires. Le gynécologue de la PMA vous demande de perdre 5 à 7 kilos en 2 mois pour démarrer la FIV. Et là, vous dites évidemment que vous êtes obligé de repartir dans la restriction pour au moins 2 mois, quoi. Bon, alors, je peux pas me mettre à la place du gynéco et je ne sais pas quel est l'impact qu'il attribue à ce surpoids de 5 à 7 kilos sur la réussite de la FIV. Je ne suis pas gynécologue et je ne pourrais pas là-dessus faire une réponse pertinente. Mais admettons que ces 5 à 7 kilos soient tout à fait déterminants pour la réussite de la FIV. Voilà, c'est ça, la condition de la réussite, dont je doute un peu quand même. Mais admettons, voilà, il faut perdre 5 à 7 kilos, c'est la condition de la réussite, sinon ça ne marchera pas. Bon, dans ce cas-là, compte tenu des enjeux, moi je pense que vous pouvez le faire. Parce que la restriction cognitive, c'est pas n'importe quelle restriction, c'est une restriction avec une intention. C'est véritablement une restriction avec une intention de contrôler son poids. Et pas dans un but médical comme celui-là. Là, ça peut arriver qu'on recommande dans certaines situations à certains patients de perdre du poids avant une FIV ou avant une intervention. Évidemment, ça ne leur fait pas plaisir. Et pas forcément à des gens en surpoids d'ailleurs. Ça peut être uniquement pour faciliter l'intervention. Évidemment, ça fait plaisir à personne de devoir se priver pendant 2 mois, mais c'est pas fait dans le but de garder le poids par la suite, de continuer à se priver. C'est-à-dire qu'une fois que la FIV a pris, que la grossesse a démarré, ou une fois que quand il s'agit d'intervention qu'elle est terminée, on n'essaie pas de garder le poids, on laisse le poids revenir, donc on sort de la restriction. Et si on sort tranquillement sans vouloir absolument que le poids atteint soit maintenu, il n'y aura pas nécessairement de compulsion. Donc bon, si c'est présenté comme une condition sine qua non, je pense que vous pouvez le faire avec prudence et qu'il n'y aura pas forcément des troubles du comportement alimentaire, sauf si auparavant vous aviez déjà des troubles alimentaires d'une certaine gravité. Bonjour Nicole. Hier j'ai mangé et je ne sais pas encore si c'était de la faim, mais plus tard vous avez eu mal au ventre et je ne sais pas si c'était une envie.
Alors là, je suis pas certain de comprendre votre question, Nicole. Hein. Je n'ai pas compris. Peut-être que vous avez mangé. Je vous dis ce que je comprends et vous me corrigez si je me trompe. Donc, vous avez eu faim, vous avez mangé sans savoir si vous aviez faim ou pas. Et puis, un moment plus tard, vous avez eu mal au ventre. Et là, ça a déclenché une envie de manger. Ce serait ça ou vous ne savez pas si ce mal au ventre était de la faim ou de l'envie de manger. Voilà, corrigez-moi parce que je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Alors, bonjour Caroline, rebonjour Caroline. Donc, répondre à ces envies de manger émotionnelles en respectant le cadre, mais prendre 3 biscuits ou 6 biscuits et savoir s'arrêter, est-ce bien géré si on prend une certaine quantité? Alors, quelle que soit la quantité, il faut tenir le cadre. Quelle que soit la quantité. On peut manger beaucoup, et même beaucoup trop, sans que ça pose un problème, du moment qu'on respecte le cadre. Il faut se rappeler que les gens qui n'ont aucun trouble, les personnes qui n'ont aucun trouble du comportement alimentaire et aucun problème de poids, il peut leur arriver aussi de manger énormément jusqu'à s'exploser le bide, jusqu'à devoir dégrafer leurs pantalons. Ça leur arrive. Ça leur arrive dans certaines situations plutôt codifiées, les repas de fête, les réveillons, les mariages, les week-ends entre amis, les grosses fêtes, quoi. Et là, ils peuvent manger énormément, vraiment énormément. Ils vont arriver à la fin du plat, ils auront déjà plus faim du tout, ils se seront fait tous les apéritifs, les entrées et le plat, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont plus faim. Et puis on leur présente un plateau de fromage. Et là, ils se disent waouh, super plateau, pas question de laisser passer une si belle occasion. Donc je vais goûter les fromages. Et ils savent bien déjà qu'ils sont pas confortables. Ils ont déjà trop mangé. Mais ils vont quand même se dire, je peux pas laisser passer une si belle occasion. Je vais goûter ces fromages, le premier, le deuxième, etc. Donc ils prennent un petit peu de tout. Ils se rendent bien compte que c'est trop, mais ils sont à fond dedans. Ils sont à fond dans la dégustation. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement en train de se faire plaisir. Ils mettent une attention parce qu'ils sont à fond en train de déguster leur plateau de fromage et en même temps, il n'y a aucune pensée négative. C'est-à-dire qu'ils se font absolument aucun reproche et ils n'ont peur de rien. Voilà, ils sont à fond dans leur dégustation. Bon. Donc ils auront beaucoup trop mangé. Mais finalement, ils sont dans le cadre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que eux, derrière, tranquillement, ils vont plus manger pendant 12 ou 15 heures. Ils vont attendre que ça revienne. Sans se prendre la tête. Donc, sans se prendre la tête, ça veut dire sans déclencher d'autres envies de manger émotionnelles, évidemment. Et ça, c'est la différence avec les gens contrôlés, les personnes contrôlées. C'est-à-dire qu'une personne contrôlée, si elle se retrouve dans la même situation, c'est pas du tout ce qui va se passer. Elle va pas manger son fromage en se concentrant sur le goût du fromage. Elle va manger son fromage en se disant que c'est complètement nul de manger autant de fromage. Alors que elle s'est déjà tapé les petits fours à l'entrée, et que c'est l'entrée, le plat, etc. Donc elle n'aura pas du tout l'attention ni la sécurité. Et là, ça va prendre une tournure compulsive. Donc le fait que ce soit une compulsion va entraîner une dégradation de l'humeur dans la suite, peut-être jusqu'au lendemain. Le lendemain, comme il y a eu une dégradation de l'humeur, on continue à se rappeler encore de ce qui s'est passé la veille. Ça peut déclencher des envies de manger émotionnelles et là, rebelote. Ça repart pour d'autres compulsions. Voilà. Donc, c'est pas tant la quantité, c'est véritablement la façon de le faire. Voilà. C'est la façon de manger. C'est ça le cadre. Même si on a l'impression d'avoir beaucoup trop mangé. Même si c'est pas une impression, d'ailleurs, même si c'est une réalité. Ça peut arriver, ça arrive à tous les mangeurs normaux, régulés, de trop manger. Alors, Elodie, depuis le début du programme, je ne me pèse pas, je mange à ma faim, avec plaisir. Et malgré l'arrêt des compulsions, j'ai l'impression de prendre du poids. J'ai pris 2 tailles au niveau de la poitrine. Alors, est-ce normal? Alors, je ne sais pas si c'est normal de prendre 2 tailles au niveau de la poitrine, ça, c'est pas forcément une affaire de poids. Ce qui n'est pas normal, c'est de prendre du poids. Si vous prenez du poids, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Et attention, on peut tout à fait avoir une disparition des compulsions et pourtant manger plus qu'avant parce que c'est la taille des repas qui augmente. Il peut même arriver que les compulsions entre les repas disparaissent et se reportent dans les repas sans qu'on en ait complètement conscience. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, puisque Elodie, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il ne faut pas oublier que tout ce travail sur l'alimentation intuitive nous permet uniquement de revenir à notre poids d'équilibre. Alors, on a certaines personnes qui ont perdu beaucoup de poids en faisant un régime et qui sont passés sous leur poids d'équilibre grâce à ce contrôle volontaire. Avec le contrôle volontaire, on peut maigrir très vite et beaucoup et passer sous le poids d'équilibre. Le problème, c'est que une fois qu'on y est, on n'arrive pas à le garder. Et si ces personnes-là essayent de maintenir leur poids avec de l'alimentation intuitive, ça ne peut pas marcher. Parce que l'alimentation intuitive les ramène à leur poids d'équilibre. Donc, en mangeant normalement, elles reviennent à un poids plus important, qui ne sera pas forcément le poids de départ, mais qui ne sera pas le poids qu'elles auront atteint avec la restriction et le régime qu'elles se sont imposés. Donc là, je ne sais pas du tout dans quelle situation on se trouve, mais moi, j'ai couramment des personnes qui me font ce genre de demande, c'est-à-dire qu'elles viennent me voir en me disant « je viens de faire un régime, j'ai perdu 25 kilos, je ne veux pas les reprendre, mais j'en ai marre, je ne pense qu'à manger. Donc je voudrais arrêter de penser qu'à la nourriture et garder le poids que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas le reprendre. » Ben, c'est pas forcément possible, c'est même rarement possible. Voilà, parce qu'en fait, pour maintenir le poids qu'elles ont atteint, elles sont obligées, évidemment, de maintenir le niveau de restriction. Voilà. Et donc, si elles sont dans la restriction, elles ont obligatoirement des obsessions alimentaires. Ça va avec. Hein. Alors, Lolita, vous dites que vous n'avez pas souvent d'envie qui porte sur les fruits, et pourtant vous aimez ça. Et est-ce que vous pouvez être en carence si votre corps tarde à en réclamer? Alors, ça dépend depuis combien de temps vous n'avez pas mangé de fruits. Évidemment que si ça fait très 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 longtemps, vous pouvez finir par avoir des carences. Et ces carences, elles sont liées aux compulsions. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, vous aimez les fruits, mais vous ne pouvez plus en manger, parce que, ce que vous disiez tout à l'heure, je mange tout le temps par envie. Et donc, je vous ai répondu, il y a probablement une composante compulsive. Et la composante compulsive ne va pas porter sur les fruits et les légumes, elle va porter sur des aliments riches. Donc évidemment, tant que vous êtes en compulsion, vous êtes tellement gavé, pardonnez-moi de l'expression, mais vous êtes tellement gavé de ce type d'aliments qu'il n'y a plus de place pour d'autres aliments, même si vous les adorez. C'est-à-dire que vous avez tellement compulsé alors je ne sais pas quels sont vos aliments compulsifs, mais ça peut être aussi bien du salé que du sucré. Vous êtes tellement rempli de ce type d'aliments qu'il n'y a plus la place, même pour d'autres aliments que pourtant vous aimez et que vous aimeriez manger, que vous auriez envie de manger. Il n'y a juste pas la place pour un fruit et un légume. Donc au fur et à mesure qu'on va corriger, qu'on va guérir les compulsions et qu'elles vont disparaître, et je rappelle que l'objectif c'est 0 compulsion, c'est pas une de temps en temps ou la moitié ou un tiers, c'est vraiment d'arriver à 0 compulsion. Donc au fur et à mesure qu'on va guérir les compulsions, ben à ce moment-là, ça va laisser de la place pour d'autres types d'aliments. Et là, vous allez pouvoir manger des fruits et des légumes dont vous avez envie. Là, vous pourrez le faire. Il y aura la place. Vous y arriverez, vous verrez. Alors, alors évidemment, pour répondre directement à la question que vous avez posée sur la carence, si ça fait des mois et des années que vous êtes dans ce système de compulsion, il n'est jamais trop tard pour corriger les troubles, mais peut-être effectivement qu'il y a quelques carences qui se sont mises en place, et à ce moment-là, il faudrait que vous preniez une supplémentation de polyvitamines, tout simplement. Voilà. Coucou Paulette, y a-t-il des méthodes pour contrôler les envies compulsives de manger?
Alors, les envies compulsives. Il faut faire la différence entre une envie de manger émotionnelle et une compulsion. Une fois que ce que vous appelez une envie compulsive de manger, c'est-à-dire une compulsion, contrôler une compulsion, c'est pas possible. Une compulsion, par définition, c'est une perte de contrôle. Donc, contrôler une perte de contrôle, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne fait que l'aggraver. On ne peut pas contrôler des pertes de contrôle. Vous serez d'accord. Donc ça, c'est mort. Une fois que vous êtes dans la compulsion, il n'y a plus qu'à laisser passer, attendre que la tempête se calme, et puis ensuite à reprendre le cours des choses. C'est avant que se fait le travail. Il se fait au moment de l'envie de manger émotionnelle. Une compulsion, c'est une envie de manger émotionnelle qui a mal tourné. Et pourquoi elle a mal tourné? Toujours pour les mêmes raisons. Parce que il n'y avait pas l'un des trois facteurs. C'est pas l'aliment dont vous aviez envie. Il n'y avait pas l'attention. Peut-être que vous étiez en train de regarder la télé, de taper sur votre ordinateur, ou vous êtes parti refaire le monde dans votre tête. Et puis où il n'y avait pas la sécurité. Voilà. Et chaque fois que vous faites une compulsion, c'est pas la peine de chercher ce qui vous est arrivé aujourd'hui, quel est le drame qui s'est passé dans votre vie aujourd'hui. Cherchez lequel de ces trois facteurs n'est pas à sa place. Voilà. Il en manque un des trois, un ou plusieurs. Parfois, il n'y en a même aucun des trois. Voilà. Juste cherchez ça. Et si vous le trouvez, il n'y aura plus de compulsion. Enfin, si vous le trouvez et que vous réussissez à corriger. Nicole, rebonjour. Alors, depuis que je me contrôle pour la faim, je ne mange que 2 fois par jour, à 11h et à 18h30. Bon. Alors, si la question c'est... alors, bon, il y a quelque chose qui me dérange dans la question. C'est que je me contrôle pour la faim, ça me dérange. Il ne faut pas que vous passiez d'un type de contrôle à un autre. Je rappelle que c'est important de manger, d'avoir faim avant les repas, mais que la priorité, c'est de répondre à ses envies de manger. Toujours. L'envie de manger a la priorité sur la sensation de faim. Sinon, on fait une compulsion et la faim, on ne la voit plus jamais arriver. Bon, donc c'était juste une petite parenthèse. Mais si la question porte sur le nombre de repas, sachez que le nombre de repas n'a rien à voir avec le poids. On peut manger de manière très fractionnée. Alors ça, c'est généralement culturel. Nous, on fait 3 repas en France. On a l'habitude des 3 repas. Mais si on ne parle pas en repas et plutôt en prise alimentaire, en France, en moyenne, on est entre 5 et 6 prises alimentaires par jour, 5 à 7 pour être juste, avec 3 repas, dont 3 repas. Dans certains pays, on peut arriver jusqu'à 10-12 prises alimentaires par jour. En général, c'est dans les pays que le poids est le plus bas d'ailleurs. Ce sont des pays d'Asie du Sud-Est. Et on a démontré qu'il n'y avait aucune relation entre le poids et le nombre de prises alimentaires. Voilà. Bon, sauf évidemment dans les troubles alimentaires où là, ce sont des compulsions et des grignotages. Alors, évidemment, c'est un autre sujet. Bonjour Sidri. Alors, ouais. Donc vous venez juste d'arriver. Est-ce que ma question n'aura pas été posée? Donc je ne l'ai pas encore lu. Est-ce que les envies de manger émotionnelles de 16h30, 17h peuvent s'expliquer par un manque de protéines au repas précédent? Ben non, celle-là, personne ne l'a posée. Non, pas du tout. Les envies de manger émotionnelles ne s'expliquent pas par un déficit protéiné au repas précédent. Les envies de manger émotionnelles de fin de journée sont extrêmement courantes. Beaucoup de gens ont, au moment où ils rentrent chez eux, des envies de manger émotionnelles. Alors, soit c'est lié à des émotions négatives, il faut se rappeler de ça. Hein. Les envies émotionnelles sont normales, elles peuvent être déclenchées soit par des émotions négatives, enfin désagréables, soit par des émotions agréables.
Et souvent, en fin de journée, ben, c'est un peu, on ne sait pas trop. Alors, ça peut être les deux, hein. Ça peut être le stress de la journée, c'est-à-dire que en fin de journée, c'est là quand même qu'on est le plus fatigué. On est plus fatigué en fin de journée qu'en début de journée. Donc, on a accumulé de la fatigue et on a accumulé du stress. Donc, beaucoup de stress et beaucoup de fatigue, ça peut déclencher des envies de manger émotionnelles. Bon. Et jusque-là, tout est normal. Ensuite, c'est la façon dont vous allez répondre à ces envies émotionnelles qui pourra poser un problème ou non. Si vous répondez à vos envies de manger émotionnelles en maintenant le cadre, tout va bien, il ne se passe strictement rien, vous allez manger un bout de fromage, un bout de gâteau, et puis vous aurez un petit peu moins faim au repas qui suit, au dîner, et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Si vous répondez à cette envie, mais en sortant du cadre, à ce moment-là, vous faites une compulsion. Et la compulsion n'est pas forcément régulée. C'est-à-dire que le fait de compulser ne va pas obligatoirement entraîner une réduction calorique au repas qui suit. Donc là, on rentre dans les problèmes. Voilà. Bonjour Bidouille. Alors Bidouille, je suis opéré d'une sleeve et je n'arrive pas à ressentir la faim, la satiété et le rassasiement. Le programme est-il adapté pour les personnes comme moi? Bon, alors, là, je peux vous assurer, Bidouille, que les problèmes que vous avez sur la faim, la satiété et le rassasiement n'ont rien à voir avec votre sleeve. J'accompagne des quantités de patients sur des sleeves ou sur des bypass. Ils récupèrent leur faim dans les 3 semaines qui suivent et ils continuent à faire le travail qu'on avait démarré avant l'intervention. En général, les patients que j'accompagne, ce sont des patients avec lesquels j'ai déjà travaillé plusieurs mois avant l'opération. Et donc, 3 semaines après l'opération, ils ont tout récupéré, la faim, le rassasiement, enfin, tout se passe parfaitement bien, quoi. Voilà. Donc, les difficultés que vous rencontrez, je peux vous assurer qu'elles sont sans rapport avec votre opération. Elles viennent certainement de troubles alimentaires que vous aviez déjà avant et qui n'ont pas disparu, évidemment, simplement avec la sleeve. Alors, Christine, l'un des défis dit « je mangerai à table sans regarder la télévision ». Et c'est compliqué quand on vit seul. Est-ce que j'ai une idée? Me demandez-vous. C'est-à-dire une idée pour convaincre votre compagnon de ne pas regarder, d'éteindre la télévision. À part lui expliquer, j'ai pas tellement d'autres idées. La force, je pense que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, la seule idée qui me vient, c'est quand même la négociation, le pouvoir de conviction. Et si vraiment rien n'y fait, c'est absolument impossible, eh bien, vous pouvez toujours tourner le dos à la télévision, ne pas l'écouter. Mais enfin, bon, voilà, hein, là, je dirais, ça sort je dirais, ça ne me regarde plus, ce qui se passe à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, ça donne lieu à des situations un petit peu curieuses où vous allez tourner le dos à votre compagnon qui, lui, ne vous regardera pas, mais regardera la télévision. Bon, donc c'est une conception qu'on peut avoir des repas, mais c'est plus médical. Là, je dirais que ça ne me regarde plus. Alors, le sentiment, là, il y a des questions intéressantes, importantes en tout cas, sur le sentiment de sécurité. Effectivement, pour mettre en place une alimentation régulée, intuitive, il faut pouvoir manger avec ce sentiment de sécurité. Et la sécurité, ça ne se décrète pas. On ne peut pas, comme ça, dire à partir de maintenant, je mange en sécurité. Ça, c'est pas faisable. Alors, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. La sécurité, c'est comme la confiance, ça se mérite, ça se gagne. Et ça se gagne grâce à une accumulation d'expériences positives. Et ces expériences positives, on peut les obtenir en instaurant non pas de la sécurité, mais une certaine tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que pendant le repas, on fait en sorte pendant le repas de devenir capable de mettre de côté les pensées négatives.
Ça, c'est possible. On peut faire ça. On peut, pendant qu'on mange, repérer les pensées négatives, les mettre de côté, en se concentrant, en se reconcentrant, en ramenant son attention sur les sensations alimentaires. Alors, en général, comment on fait? D'abord, on fait une sorte d'inventaire de toutes les pensées négatives qu'on peut avoir concernant la nourriture et le poids, pour bien savoir les repérer. Et une fois qu'on a fait cet inventaire le plus exhaustif possible, on met en place une procédure qui consiste, à ne jamais écouter ce que raconte ce genre de pensée. C'est-à-dire que si vous allez au restaurant et que un plat vous attire, vous n'écoutez pas la petite voix qui dit il serait plus raisonnable de manger du poisson et de la ratatouille. Il faut toujours donner la priorité à l'envie. Je vous rappelle qu'on éteint les envies en répondant aux envies et pas en tapant à côté. Donc, on n'écoute jamais ce que racontent les pensées négatives. 2, on ne discute pas avec elles. Et 3, on se recentre on lâche les pensées négatives en se reconcentrant sur les sensations alimentaires. Bon, alors, et là, on est en train d'utiliser une propriété de l'attention. C'est-à-dire que l'attention ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Si votre attention est coincée dans vos pensées négatives, elle ne peut plus être sur les sensations alimentaires. Et là, vous perdez votre rassasiement. Je vous rappelle que le rassasiement dépend de votre attention sur les sensations alimentaires. Donc, si l'attention est coincée dans les pensées négatives, c'est terminé, elle n'est plus sur les sensations alimentaires, vous avez perdu votre rassasiement. Bon. Et donc, c'est le côté, ça je dirais que c'est un peu la façon négative de présenter la chose. La façon positive de présenter la chose, c'est de constater que si vous réussissez à maintenir votre attention sur vos sensations alimentaires, elle ne peut pas être dans les pensées négatives. Et là, vous avez récupéré votre rassasiement. Bon. Alors ça demande un entraînement de l'esprit, d'être capable de repérer les pensées, de les mettre de côté, pour se concentrer sur autre chose. Et on a des exercices pour ça. Mais ça n'apporte pas de sécurité. Ça va vous permettre de manger pendant le temps du repas avec une certaine tranquillité d'esprit. Pendant le temps d'un repas, et grâce à un effort d'attention, vous allez pouvoir manger relativement tranquillement sans être absorbé par toutes les pensées négatives. Bon. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir vivre une expérience positive. C'est-à-dire vous apercevoir qu'en mangeant de cette manière-là, tout se passe très bien. Vous mangez les bonnes quantités, sans excès et sans compulsion. Bon. Et vous allez vous apercevoir que même en mangeant des aliments riches, vous réussissez à vous arrêter et progressivement à en laisser dans votre assiette, etc. Vous allez, comme ça, peu à peu, accumuler un certain nombre d'expériences positives. Et c'est la somme de toutes ces expériences positives qui va vous faire passer de cet état de tranquillité à un état stable, profond de sécurité et de confiance en soi. La sécurité et la confiance, ça ne va pas se contenter de paroles. On n'accorde pas sa confiance comme ça sur des bonnes paroles. On a besoin de preuves pour se sentir sécure, pour se sentir en confiance. On a besoin de preuves. Et ces preuves, on va les obtenir peu à peu, pas à pas, expérience positive après expérience positive, parce qu'on aura quand même réussi, dans chacun de ces repas, à instaurer un climat de tranquillité. Alors voilà, c'est provisoire, mais cette tranquillité finit par déboucher progressivement sur un état de sécurité. Bonjour Christine. Alors Christine, vous avez été opérée d'une sleeve en 2014, vous avez perdu 50 kilos et vous en avez repris une quinzaine à cause des compulsions. J'essaye de manger moins au repas, mais après 2 heures, j'ai de nouveau faim. Dois-je fractionner mes repas ou vaut-il mieux manger un peu plus pour moins craquer? Bon, vous voyez là, Christine, ce que vous proposez, c'est une solution qui repose entièrement sur le contrôle. Si vous mettez en place ce type de solution, vous aurez obligatoirement des ruptures dans le contrôle. Donc, vous faites bien d'être là sur le programme Line Coaching
parce qu'on va vous aider à supprimer ce contrôle totalement et ça va faire disparaître vos crises compulsives. Voilà. Vous allez faire disparaître le contrôle mental et on va le remplacer par un contrôle via les sensations alimentaires. Voilà. Donc, bonne continuation, Christine. Sidonie. Alors, dans la première étape, vous dites découverte de la sensation de satiété. Est-ce qu'il vaut mieux se servir une bonne assiette et en laisser, si on ressent notre satiété et rassasiement, ou se faire une petite assiette et se servir à nouveau au besoin? Alors, au début, moi, je vous conseille la prudence systématiquement. Restez prudent, prenez pas de risques, n'essayez pas d'être trop audacieuse. Il vaut mieux prendre de petites assiettes ou des assiettes normales, et puis se donner le droit de se resservir en cas de besoin. Ce sera plus facile que de vous servir de très grandes assiettes en disant « ça y est, je suis guéri, je saurai m'arrêter quand j'aurai plus envie, quand j'aurai plus faim ou quoi que ce soit ». Donc, jouez au départ, jouez la prudence. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là au tout début du webinaire, mais on ne peut pas lâcher le contrôle du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. On l'enlève parce qu'on en met un autre à la place. Et à la première étape, vous n'avez pas encore remplacé ce contrôle. Il est pas encore, le nouveau contrôle ne s'est pas encore installé. Donc, il vaut mieux que vous soyez prudente et que vous preniez quelques petites précautions. Bonjour Lise. Alors, je travaille qu'est-ce qui s'est passé? Je travaille sur moi pour réduire mes compulsions alimentaires et mes boulimies et mes crises de boulimie. Alors, attention, je ne sais pas, quand vous dites boulimie, je ne sais pas si ça veut dire vomissement ou pas vomissement. Si il n'y a pas de vomissement, on n'appelle pas ça des boulimies, mais des hyperphagies. Et c'est pas tout à fait la même chose. Le dernier événement est le suivant. Une collègue de travail m'a dit que j'étais mince. Et c'est cette réflexion qui a tout déclenché. J'ai perdu 7 kilos. Je n'arrive pas à accepter mon corps. Alors là, je ne suis pas certain d'avoir compris. Votre collègue vous a dit que vous étiez mince et du coup, vous avez perdu 7 kilos. Alors là, je ne sais pas, Lise, j'aurais besoin d'en savoir un peu plus parce que là, si elle vous dit que vous êtes mince, c'est qu'apparemment, vous n'êtes pas en surpoids. Donc, si vous êtes une mince qui perd 7 kilos, là, je ne sais pas de quel type de trouble on est en train de parler. Si vous êtes dans l'anorexie ou des comportements peut-être pas complètement anorexiques, mais de restrictions sévères, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il faudra qu'on développe un peu, Lise, pour que je puisse vous répondre. Cédric Grive, ça vous a plu l'histoire du plateau de fromage? C'est peut-être parce que c'est du vécu, j'adore le fromage. Alors, Nicole, je n'arrive pas à ressentir mon envie de manger. Ça, c'est une question intéressante. Enfin, une remarque intéressante. Je n'arrive pas à ressentir mon envie de manger. J'ai eu un mal de ventre et je ne sais pas si c'était une envie ou une faim. Bon. Alors, vous voyez, autant on peut se poser des questions sur la faim. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que je n'ai pas faim? Parce qu'en fait, la faim, ce sont des sensations. Donc, on peut s'interroger sur ce qu'on ressent. Mais l'envie, c'est pas du tout une sensation. L'envie, ça se passe strictement dans la tête. C'est un état mental. Donc, soit on a envie, soit on n'a pas envie. Je veux dire, on peut avoir un peu faim, moyennement faim, voilà, mais l'envie, c'est de l'envie. Et il n'y a pas un endroit où on sent son envie. C'est pas possible. Ça se passe dans la tête uniquement. Donc, en général, on sait si on a envie ou si on n'a pas envie. Des demi-envies, des quarts d'envie, des trois quarts d'envie. En fait, ça n'existe pas vraiment. Il y a des envies où il n'y a pas d'envie. Et quelle que soit l'importance de l'envie, vous devez y répondre. Qu'elle soit petite ou forte, vous devez systématiquement répondre à toutes les envies de manger émotionnelles qui se présentent. Et toutes les envies de manger, d'ailleurs, qu'elles soient émotionnelles ou pas émotionnelles.
Si vous voulez, j'aime bien cette image, je vous la propose et puis vous me direz si, si elle vous aide. Moi, je compare les envies de manger à des départs de feu, à des petits départs de feu. Ça veut dire que si vous vous y prenez bien, un petit départ de feu, vous l'éteignez avec un verre d'eau. Donc vous vous baladez avec votre verre d'eau, vous voyez que vous assistez à un petit départ de feu, hop, vous versez un peu d'eau, ça s'arrête. Et puis ça va repartir un petit peu plus loin. Vous prenez votre verre d'eau et hop, et à chaque fois que vous en voyez un, vous versez votre verre d'eau. Voilà. Ça éteint tout. Et puis des départs de feu, il y en aura toujours. Voilà, c'est comme ça, c'est spontané. C'est génération spontanée. Il y a des petits départs de feu dans tous les coins, vous prenez votre petit verre d'eau et dans tous les coins, chaque fois que ça se présente, eh ben vous arrosez. Et vous éteignez tout ça. Bon, si vous vous y prenez mal, votre petit départ de feu, ça se termine en gros incendie. Là, vous allez mettre le feu à la forêt, carrément. Le feu à la plaine, le feu à la forêt, et il va y avoir des incendies dans tous les coins, et là, vous ne saurez plus vous donner de la tête, et vous ne pourrez plus rien contrôler. Voilà. Donc, c'est ça, les envies de manger. C'est des petits départs de feu qu'il faut simplement apprendre à éteindre tranquillement. Et là, tout va très bien. Voilà, la situation, elle ne peut jamais s'aggraver. Voilà, voilà, peut-être que ça peut vous aider, cette image. Dites-moi, répondez-moi si cette image peut vous être utile. Bonjour Evelyne. Alors, c'est un partage d'expérience, Evelyne. Lors de mes préparations de mariage, il y a X années, je ne voulais pas nous dire combien, j'ai perdu 8 kilos en 5 mois pour rentrer dans ma robe. Alors, sans régime, dites-vous. Hein. Je ne sais pas. Hein. On peut maigrir sans régime, mais avec de la restriction quand même. Hein. Pensez-vous que le mental seul peut faire maigrir? Alors, c'est toujours le mental, mais pas forcément la volonté. On peut maigrir sans le vouloir. On peut maigrir parce qu'on est malade, on peut maigrir parce qu'on perd l'appétit. En fait, les dérèglements portent toujours sur le rassasiement. Mais le rassasiement peut se dérégler dans tous les sens. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour les personnes qui sont présentes ici, le rassasiement se dérègle en arrivant trop tard. Il nous fait trop manger. À l'extrême, c'est par exemple l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne parvient pas du tout à se rassasier. Il prend une bouchée, 2 bouchées, 10 bouchées, 20 bouchées, 40 bouchées, et il n'y a rien à faire. Même à la 50e, la 60e, la 100e, il n'arrive toujours pas à être rassasié. Il a toujours envie de manger. Et parfois, ce qui va l'arrêter, c'est même pas que l'envie est partie, c'est juste qu'il n'y a plus rien qui rentre. Ça, on est à l'extrême vraiment du dérèglement. Mais à l'autre extrême du dérèglement du rassasiement, c'est par exemple la dépression. La dépression, le rassasiement aussi s'est déréglé. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive très tôt. Il arrive après 2-3 bouchées. Au bout de 2-3 bouchées, les gens prennent, péniblement, ils prennent 1 bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées. Au bout d'un moment, au bout de 3 bouchées, ils peuvent plus rien avaler. Ils n'ont même pas mangé suffisamment pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et là, ils maigrissent. Voilà. Alors, ça, c'est un autre type de dérèglement extrême du rassasiement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le rassasiement, en fait, peut se dérégler dans les deux sens. Et nous, notre travail, c'est de le réparer pour qu'il arrive au bon moment, quoi. De sorte que le poids, lui, se maintienne. Une fois qu'on a retrouvé son poids d'équilibre. Voilà. Alors, il y a des tas de raisons, autres que la dépression, hein, pour que le rassasiement se dérègle. Et dans un mariage, avant un mariage, il y a parfois les mariages sont des événements heureux, mais ce sont aussi des stress intenses. Finalement, le jour du mariage, c'est probablement les mariés qui sont les plus stressés et qui s'amusent le moins. Et cette situation de stress avant le mariage peut couper l'appétit et dérégler le rassasiement et vous empêcher de manger. Donc ça a pu être ça. Voilà. Maintenant, très souvent, il y a aussi des personnes tout simplement qui font le régime pour rentrer dans la robe de mariée. Hein. Voilà, donc, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, Evelyne. Peut-être que c'est le stress. Bonjour Véronique. J'ai souvent l'impression que l'envie de manger, en particulier le soir après le dîner, est due non pas à une envie de manger quelque chose, mais de braver un interdit. Du coup, pas facile de prendre plaisir à manger un aliment, même gras et sucré.
Alors, oui, vous bravez des interdits si vous avez des interdits. S'il n'y a pas d'interdit, il n'y a plus rien à braver. C'est toute la problématique du contrôle. S'il y a du contrôle, il y a des pertes de contrôle. Mais s'il n'y a pas de contrôle, il ne peut plus y avoir de perte de contrôle. Pas d'interdit, il n'y a plus rien à braver. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà, on aura sûrement des témoignages. Les patients nous disent, depuis que j'ai droit à tout, je ne me jette plus sur rien. Voilà, c'est terminé. Maintenant que tout est autorisé, j'ai plus aucune raison de me jeter sur quoi que ce soit. Voilà. Donc pas de contrôle, pas de perte de contrôle non plus, quoi. Alors pas de contrôle mental, bien sûr. On parle de ce type-là. Alors, Lolita, oui, apparemment, je me suis trompé. Je n'ai pas répondu à la bonne question. Enfin, je me suis trompé de personne, apparemment. Bon, et donc la question, c'est est-ce qu'après plusieurs années de régime, le poids d'équilibre a forcément augmenté ou est-ce qu'on peut avoir l'espoir que non? Alors, oui, on peut tout à fait avoir l'espoir que le poids d'équilibre n'a pas forcément augmenté. Bon, je ne vous cache pas que quand on a affaire à des prises de poids extrêmement importantes, il a forcément augmenté. On ne revient plus à son poids d'origine. Il y a quelqu'un qui était à 60 kilos à 20 ans et puis qui en pèse 160 à 40, il ne reviendra pas à 60 kilos, c'est pas possible parce que son poids d'équilibre, ce sera certainement à coup sûr déréglé et il aura augmenté. Bon. Maintenant, pour des prises de poids plus modérées, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, il faut garder de l'espoir. Pour des prises de poids plus modestes, on peut être passé au-dessus du poids d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas déréglé. C'est juste qu'on pèse plus lourd que son poids d'équilibre. Voilà. Donc, on peut y revenir. On peut revenir à son poids d'équilibre. Donc, il faut garder de l'espoir. Ça, il n'y a rien écrit d'avance. Hein. Il n'y a que en faisant qu'on découvre. Alors, Lucille, bonjour Lucille. Votre méthode me rend la vie plus belle et plus facile. Merci beaucoup Lucille. Je ne suis plus tout le temps obsédé par la nourriture. Je me sens beaucoup plus détendu et j'ai enfin de la place dans ma vie pour l'activité physique qui me fait un bien fou. Un très grand merci pour vos recherches. Merci beaucoup Lucille pour ce témoignage. Et j'en profite pour faire un commentaire. En fait, là, vous plaignez de l'obsession de nourriture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le contrôle qui est responsable de ces obsessions alimentaires. Le contrôle, ça veut dire lutter contre des envies de manger. C'est ça, hein, finalement, le contrôle. Hein. J'ai envie de me resservir, je ne le fais pas. J'ai envie d'une petite part, d'une grosse part, je prends une petite part. J'ai envie d'un fromage, je ne le mange pas. C'est ça le contrôle, c'est passer son temps à lutter contre des envies de manger. Bon. Quand vous luttez contre les envies de manger, vous faites simplement augmenter votre dopamine dans votre cerveau. Parce que la dopamine, c'est le neuromédiateur des envies. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le neuromédiateur de l'attention. C'est-à-dire que voilà comment les choses fonctionnent. Quand le cerveau détecte un besoin, il va déclencher une envie de satisfaire, de répondre à ce besoin. Mais il ne va pas se contenter de ça. C'est-à-dire que s'il détecte un besoin de calories, par exemple, il va vous dire tu as besoin de manger. Il va donc déclencher une envie de manger. Mais il ne fait pas que ça. En même temps, il va s'arranger pour que vous ne pensiez plus qu'à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'oublier que vous êtes en train de manquer de calories, quoi. C'est pas le cerveau, il se dit il y a quand même là un truc important qui est en train de se passer. Il n'a plus les calories qu'il lui faut. Ça commence à manquer de carburant. Pas question qu'il oublie le problème et qu'il aille partir se taper le foot ou le carton avec les copains et qu'il oublie de manger. Donc en fait, il va focaliser l'attention sur la satisfaction du besoin. Et tant que le besoin ne sera pas satisfait, l'attention le ramènera sur le besoin, tout le temps, sur l'envie. Voilà. Et en fait, la dopamine, elle est à la fois responsable de l'envie et de l'attention sur l'envie. Voilà, donc ça devient, au bout d'un moment, si vous luttez contre vos envies, ça devient comme ça des obsessions.
bon, bah, je me rends compte que j'ai bouffé tout le temps, là. Enfin, tout le temps. Non, ça pourrait être. C'est un peu ambigu ce que je viens de dire.